La première partie sera sur une présentation qui va prendre à peu près les 2 tiers du temps, donc à peu près 40 minutes. Enfin, après, suivant les questions, etc. Vu qu'on a un peu d'avance, on pourra aussi prendre un peu plus de questions. Et après, effectivement, Mathis présentera un tool qu'il a développé, qu'il a eu en rêve. Oh putain, comme Jeanne d'Arc. Bon, il vous racontera l'histoire, mais voilà. Du coup, voilà, très bien. Bah voilà, t'as déjà Bah, pété ouais. ton Putain, setup. mon truc marche déjà plus. Magnifique. Pourtant, j'avais tout setup. Très bien, ça marche plus. Donc, je vais passer manuellement. C'est pas grave. Voilà. Et normalement, vous devriez voir les slides. Et ben voilà, du coup pour cette petite presse, alors encore une fois, on a le chat sous les yeux, donc vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions en même temps. On va essayer de rendre ça un tout petit peu dynamique pour ceux qui, voilà, qui nous connaissent. On fait un peu des slides, enfin, on fait un peu des streams, et puis on aime bien justement que ce soit que ce soit un peu dynamique. Les streamers pro, bah voilà, Morphée par exemple, qui est un habitué, qui est un monophéno, qui est un habitué pourra en témoigner. Du coup, il n'y a plus rien qui marche, c'est super. Hop, voilà. Alors, qui sommes-nous? Bah, Matt, Yes, alors, moi, Mathis, alors voilà, le setup de stream, tu peux pas cacher pour qu'on voit mon nom en entier? Non. Bon, c'est pas grave, Non, voilà, vous me connaissez compliqué. peut-être. Donc, Mathis, moi, je bosse chez Sogeti à temps plein, on va dire, où je dirige la R&D et l'innovation en cybersécurité. Et j'ai aussi monté une boîte qui s'appelle H25 avec mon frère Clément qui est juste là. Et voilà, et du coup, le frère Clément, c'est moi. Donc, Clément Hamel, le même nom que le voisin. Et effectivement, donc, je travaille chez Isograd, qui est, voilà, je m'occupe de toute la partie à la fois code, tech, cybersécu chez Isograd. Isograd, on est connu pour pas mal de choses, mais notamment, on est connu pour la Battle Dev. Et je fais un tout petit peu de pub parce que la semaine prochaine, il y a la Battle Dev, donc qui est la plus grosse compète en France de code, d'algorithmique. Et donc c'est nous qui l'organisons, c'est Isograd qui l'organise. Et donc c'est moi le responsable de ça. Et notamment Mathis aussi m'aide à écrire le change avec Tashiki qui est pas là, mais voilà. Tous les deux, plus Redouane, on a écrit les exos la semaine prochaine. Exactement. Donc venez participer à Battle Dev. Voilà, c'était le petit quart d'heure pub. Et donc effectivement, on a créé H25 tous les deux. On fait pas mal de choses. Voilà, on a organisé des CTF, on fait maintenant pas mal de streams, on a une communauté. Bref, on vous mettra les liens à la fin. Si la presse vous a plu et que vous nous trouvez cool, ce sera aussi le moment de voilà, si vous voulez un peu rejoindre la grande communauté. Alors, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Ah oui, mais là, du coup, ça nous cache le truc. Ouais, bah c'est pas grave, je vais le dire. Bon, désolé, streamer pro, mais pas tant que ça. Du coup, aujourd'hui, ce dont on va parler de fail en crypto. Alors, parce que la crypto, c'est un très joli problème mathématique. La cryptographie, hein, pas la, Pas la crypto. la crypto-monnaie. Ça, c'est juste pour les cornichons. Et du coup, c'est effectivement un très joli problème sur le papier. C'est voilà, c'est des choses qui sont résolues. Enfin voilà, on sait exactement que si on fait tout ça, il n'y aura aucun problème de sécurité. Et là aujourd'hui, on va vous montrer que en fait, si on prend des belles recettes magiques euh, des belles recettes magiques pour faire de la crypto qui marche très bien sur le papier, si on a une implème un tout petit peu foireuse, en fait, tout s'effondre. C'est juste un château de cartes, et donc on va vous présenter quatre, quatre fails de crypto, d'implème de crypto, où les gros problèmes. T'as beau avoir un système en béton armé mathématiquement, si tu as une mauvaise implème, si tu l'utilises pas correctement, ou si tu fais n'importe quoi avec tes clés, par exemple. Bon, comme c'est dit dans les slides, c'est pas vraiment de la crypto, mais bon, voilà. S'il y a un de ces trucs-là qui arrive, voilà, ça peut vite devenir critique et sans s'en rendre compte en lisant le code ou voilà. C'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, les quatre
les 4 fails qu'on va vous présenter, on va vous présenter le premier, le Premier ransomware. merci, ransomware Linux. On va vous présenter GoToFail, qui était un problème dans HTTPS, dans une problème de TLS. Heartbleed, que vous connaissez sûrement, et eFail, voilà. 4 failles, 4 fails. Elles ont toutes des jolis noms et elles ont toutes été, eu un certain retentissement. Bon, Linux Encoder One un peu moins, mais je l'ai découvert ça en faisant un peu de reverse il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il est très rigolo ce ransomware, il est complètement raté. Donc, on va commencer par là. Linux Encoder, bon, encore une fois, je suis désolé, il y a nos têtes par-dessus, mais sur la suite des slides, ça ira mieux. C'est, comme je disais, et c'est juste la partie qui est cachée, c'est le premier ransomware sur les machines Linux. Voilà, ça commence à dater un tout petit peu, enfin voilà, c'est en 2015. Bon, voilà, du classique, très classique ransomware, on va pas rentrer dans les détails. Alors, on va faire juste une toute petite intro pour ceux qui connaîtraient pas la crypto. On va essayer de faire en sorte que ce soit le plus global possible. On va juste détailler la crypto symétrique et la crypto asymétrique. Alors, qu'est-ce que c'est la grosse différence? La crypto symétrique, c'est qu'on utilise la même clé à la fois pour chiffrer et déchiffrer un texte, un fichier, ce que vous voulez. Mais en tout cas, le concept de base, c'est que c'est la même clé à la fois pour chiffrer et déchiffrer. Donc cette clé-là, faut la garder absolument extrêmement secrète, etc. Mais bon, voilà, ça marche très bien et c'est utilisé dans certains cas. Là, ce qui va peut-être un peu plus nous intéresser, c'est la crypto asymétrique. Donc là, on donne une clé publique qui permet à n'importe qui de venir chiffrer un message, un fichier, encore une fois, un truc qu'on peut chiffrer finalement. Et pour pouvoir le déchiffrer et récupérer le fichier initial, il faut une clé privée. Donc là, la clé privée, c'est elle que vous gardez bien secrète, mais en tout cas, la clé publique, n'importe qui peut le chiffrer, et il y a juste vous qui pouvez la déchiffrer. Vous pouvez déchiffrer le fichier. Pourquoi tout ça c'est important? Parce que c'est exactement comme ça que que fonctionnait, ou fonctionne d'ailleurs la plupart des ransomware. Ce qu'on fait, c'est voilà, ce que ça fait, c'est que ransomware, pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo, ça vient chiffrer tous tes fichiers sur ta machine et ça te demande, bon là, un bitcoin ou voilà ce que vous voulez, une rançon, d'où le nom, pour venir déchiffrer, pour pouvoir déchiffrer les fichiers. Comment est-ce que ça marche? Là, du coup, on va générer une première clé, on chiffre ça avec. Ensuite, on supprime les fichiers initiaux sur la machine. Ensuite, on va venir chiffrer la clé qui nous a permis de chiffrer les fichiers. Donc voilà, c'est juste une couche en plus de chiffrement. Ensuite, on supprime la clé initiale parce que avec cette clé initiale, vu que c'était une clé symétrique, c'est ce truc-là qui va nous permettre de déchiffrer les fichiers. Et voilà. Et donc après, on demande un bitcoin pour pouvoir récupérer la clé initiale. Il y a 2 étages de chiffrement. Voilà, on chiffre les fichiers et on jette la clé. Après, on jette la clé en la chiffrant avec la clé publique de l'attaquant. Donc, voilà. Il y a aussi les 2 types de... C'est ça. Et donc voilà. Et donc pour l'attaquant, évidemment, le but du jeu, c'est de garder la clé le plus secret possible, parce que c'est ça qui vaut de l'argent. La clé chiffrée est sur le PC de la victime. Effectivement, la clé chiffrée est sur le PC de la victime. Et souvent, elle s'affiche dans la note de rançon, d'ailleurs. Ça dit « Transmettez-moi telle clé en même temps qu'un bitcoin. » Et moi, en gros, l'attaquant, le hacker la déchiffre et vous renvoie la clé symétrique qui vous permettra de déchiffrer tous vos fichiers. C'est ça. Alors, qu'est-ce que... bon, voilà, ça c'est exactement ce dont on vient d'expliquer. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi est-ce que... Bon, ça, pour ceux qui savaient comment marchait un ransomware, vous avez rien appris. Maintenant, quel est le principe de ce ransomware-là? Donc, en faisant un peu de reverse, c'est bon,
pour ceux qui font un peu de reverse, vous voyez qu'il n'y avait pas trop de difficultés apparentes, en tout cas, pour venir essayer de comprendre un peu ce qui se passait en interne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? On va faire un peu de reverse ensemble. Ça, c'est vraiment des screenshots directement d'IDEA. C'est en gros, ce truc-là, ça vient ouvrir le fichier à chiffrer, le plain text. Ensuite, ça va ouvrir un autre fichier pour pouvoir écrire le contenu chiffré. Et ensuite, avec randString, on va venir générer la clé de chiffrement. Donc, encore une fois, celle qu'on veut garder secrète. RandString, c'est une fonction qui est définie plus tard. Elle n'est pas très importante, Voilà. mais on la verra. Mais quand même, souvenez-vous qu'il y a du randString. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on génère l'IV d'AES. Alors bon, pour mini détail, mais pour AES, il faut AES, c'est juste l'algo de chiffrement. Il faut à la fois une clé et ce qu'on appelle un IV. Et là, cet IV, il est créé, il est créé avec rand. Bon. Ensuite, on ouvre ce qu'il faut, on ouvre les bons fichiers de clés pour pouvoir les écrire au bon endroit, etc. Et enfin, on fait le chiffrement. Ça voilà, c'est juste la partie chiffrement. On fait un while sur l'intégralité du contenu du fichier et on fait, on fait tourner AES CBC du coup dessus avec la clé et l'ID qu'on a créé. Voilà. Alors ça, c'est la question du coin $1000. Il est où le bug? La question à un bitcoin, du coup. La question à un bitcoin, ouais. Enfin, fois le nombre. Ouais, c'est ça, la question à un bitcoin. Il est où le bug? Alors, là, la première ligne, ce que vous voyez, c'est randString. Donc, on en a parlé, randString, on s'en servait pour générer la clé. Et vous voyez que dans randString, il y a à la fin, là, rand modulo 69. Alors, on pourrait se dire peut-être que le bug il est là, le modulo 69. Effectivement, ça réduit, donc plutôt que d'avoir n'importe quel entier, donc de 0 à 256 à 255. Donc plutôt que d'avoir 255 puissance 16, bon, on réduit à 69 puissance 16. Bon, ça reste quand même beaucoup trop et en fait le bug il est pas là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que à la fois pour randString, donc pour générer la clé et pour générer l'IV, on utilise rand. Donc, sous le capot, il y a rand. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est un problème? Rand, bon, et d'une manière générale, pour pouvoir générer des nombres aléatoires, on a ce qu'on appelle des seeds. Une seed, c'est, voilà, si on donne un nombre c'est bon, une seed, je pense que vous connaissez, vous savez à peu près ce que c'est, même dans les jeux vidéo, etc. Maintenant, il y en a. C'est un paramètre initial que vous donnez à votre fonction de génération de nombres. Et si vous donnez à chaque fois cette seed-là, les nombres qui sont générés seront toujours les mêmes. Enfin, la séquence de nombres générés sera toujours la même. Ça restera aléatoire, entre guillemets, dans cette séquence, mais en tout cas, ça commencera, la séquence sera la même. Donc c'est effectivement très, très pratique pour du debug, notamment, et puis pour plein d'autres choses. Alors, déjà, en crypto, vous savez peut-être que la plupart des générateurs, les générateurs un peu simples de nombres random, bon, c'est souvent un peu dangereux. C'est le cas d'ailleurs de Rand, parce que en fait l'aléatoire qu'il y a derrière, il est pas si aléatoire que ça, et on peut quand même un peu découvrir des trucs. Mais sauf que là, en fait, là, c'est même encore pire que ça. C'est que la seed qui est utilisée, en fait, elle est pas du tout, enfin, elle est complètement, la seed qui est utilisée, elle est complètement prévisible. On prend juste le temps de démarrage de l'attaque, et c'est ça notre seed. Donc en fait, et je rappelle, si on arrive à trouver la seed, on arrive à trouver la séquence qui a généré la clé, donc en fait, on arrive à trouver la clé. Et si on trouve la clé, on gagne un bitcoin. Bon, on s'économise un bitcoin. Et donc voilà, pour pouvoir récupérer la clé, on fait juste
On essaye de retrouver le temps de du début de l'attaque, ce qui est pas très dur. Et puis après, voilà, on fait pareil, on fait un S-round à partir de cette cible-là. Et voilà, on arrive à choper les clés, puis après on déchiffre sans avoir à payer un bitcoin. Voilà la première attaque. Le premier fail. Et d'ailleurs, il y a un... Enfin, je vais pas trop spoiler, mais il y a pas mal de chals de CTF qui sont un peu basés là-dessus. Donc ça, c'est une technique aussi que vous pouvez retenir pour ceux qui font un peu de CTF. Il y a une deuxième attaque sur Rand d'ailleurs, sur tous les RNG, qui est un peu différente. Là, elle aurait été aussi applicable, mais on a encore beaucoup plus simple. Qui est en gros sur les RNG de type Mersenne Twister. Bon, on vous laissera vous renseigner là-dessus ou nous poser des questions dessus à la fin. Absolument. C'est quoi déjà la différence entre rand et srand? Rand, c'est pour générer un nombre, srand, c'est pour générer une string. Pas une string. C'est pour seeder le... Ouais, pardon. Ouais, n'importe quoi. Je suis sur Python. Oui, c'est ça, c'est pour seeder. Et donc... srand, tu lui passes la seed, c'est pour utiliser, voilà, pour fixer la seed qu'on a mis. Et le niveau de précision de time, c'est à la seconde. Donc vraiment, c'est facile. Tu peux même essayer 1000 valeurs. Si tu vois que les fichiers, ils ont tous été chiffrés dans la même heure, tu essayes à peu près toutes les valeurs de début. Et voilà. Ok. On parle de la suite? Je parle de la suite. Alors, GoToFail, en plus, ça, c'est ma préférée de la presse, enfin, parce qu'elle est vraiment rigolote. C'était un bug dans TLS 1.1 de Safari. Ouais, bon. Donc c'est Apple qui ont fait nimp cette fois. Voilà. Pas juste des petits hackers dans leur garage. Hein. Et ça a affecté pendant pas mal de temps tous les devices iOS et OS X, tout chez Mac. Enfin, chez Apple, pardon. Et avec ce fail, un attaquant pouvait en gros se faire passer pour n'importe quel serveur et du coup intercepter tout le trafic et lire tout le passé sans erreur de certificat. Ça, si c'est du chinois, on va vous le présenter. Alors, qu'est-ce que c'est déjà, on va juste un petit peu parler de TLS, qu'est-ce que c'est, enfin voilà. TLS, c'est la couche, c'est ce qui fait passer HTTP à HTTPS. Et c'est en gros pour pouvoir chiffrer ce que vous vous dites entre vous et n'importe quel serveur, pour pouvoir parler de manière chiffrée et donc tranquille pour pas que tout passe en clair, notamment des mots de passe, vos codes de carte bleue, etc. C'est le petit cadenas vert, vraiment pour si maman elle nous regarde. Du coup, voilà, introduction à HTTPS. Ce qu'on fait, c'est d'abord, nous, on va dire coucou Google, est-ce que parle-moi. Enfin, j'ai envie de te parler. Et là, Google nous répond salut LML, je suis Google et voici la preuve que je suis bien Google avec un certificat. Et donc, c'est vraiment ce certificat-là qui est utilisé pour valider la véracité, enfin la légitimité de n'importe quel serveur. Et ça, on va vérifier le certificat et on va utiliser la clé publique qui est associée à ce certificat-là pour bien vérifier que ensuite la clé publique que nous on va utiliser pour pouvoir chiffrer les trucs. Vous vous souvenez un peu plus tôt un chiffrement asymétrique, un crypto asymétrique. Là, on va voir si la clé qu'on va utiliser pour tout chiffrer est effectivement la bonne et pas juste celle de n'importe quel hacker. Donc encore une fois, si on chiffre avec cette clé publique-là, il y aura que Google, il y aura que le serveur en face qui va pouvoir effectivement déchiffrer ce que nous on est en train de raconter. Donc cette paire certificat-clé publique est vraiment très importante. Et voilà, vous avez par exemple entendu parler de Let's Encrypt, c'est justement des autorités qui centralisent cette paire, on va dire, clé publique et certificat. Enfin, qui les génère, etc. C'est des autorités de certification. Et donc voilà, à partir de ce certificat-là, on peut utiliser une clé publique et on est sûr que c'est la bonne. Et à partir de là, on commence à parler en chiffré. Alors, donc ça, c'est l'emblème de vérification
de la clé et de vérification de cette paire clé certificat. Voilà. Donc comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas trop d'erreurs, sauf, voilà, il y a ce double copier-coller, un peu con, mais voilà. Bon, on se dit, vas-y, un double copier-coller. Alors GoTo, voilà, je pense que ça s'explique assez bien de soi-même, mais c'est dès que on arrive à cette ligne-là, on va à fail, qui est un tout petit peu plus bas là, voilà, qui voilà retourne, ça fait un jump. Alors pourquoi est-ce que ça c'est grave qu'il y ait double ligne? Parce qu'en fait c'est interprété comme ça si on met les accolades. Donc le if, si on rentre dans ce if, alors ça fait go to fail. Et en fait quoi qu'il se passe, là en fait le deuxième go to fail il est à l'extérieur de ce if. Et donc en fait toute la suite, tout ce qui va arriver après, quoi qu'il se passe en fait on va faire go to fail et tout ce qu'il y a en bas on va jamais le voir. Et le truc qui est important là, c'est SSL Raw Verify là qui est en bas du code inaccessible. Ouais. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, c'est ça. Donc cette ligne là qui va checker le certificat. En fait, on n'y vient jamais parce qu'il y a GoToFail juste au-dessus qui empêche complètement de passer cette ligne. Et l'erreur est toujours à 0 et donc. Et donc en fait, c'est ça l'attaque en pratique. On intercepte n'importe quelle connexion. On utilise TLS 1.1 parce que ce bug-là était dans l'implème de TLS 1.1 alors qu'à l'époque c'était 1.2. Mais bon, enfin 1.1 était quand même sécurisé. Enfin, tout le monde considérait que c'était extrêmement sécurisé, un peu moins que 1.2, mais voilà. Donc pas de problème pour utiliser 1.1. Ce qu'on fait, c'est on prenait le certificat original qui appartient à Google, donc lui il est trouvé publiquement. Par contre, on utilisait sa propre clé publique et on pouvait se faire passer après pour comme le certificat était jamais checké, comme la paire certificat clé publique était jamais vérifiée à cause de ce double go to fail, ça passait et on pouvait associer n'importe quelle clé publique au certificat que vous voulez. Et voilà, et puis après on pouvait se faire passer pour n'importe quel serveur. Voilà pour go to fail. Bon, on va parler maintenant de Heartbleed. Bon, c'est pareil, le coin en haut à droite est caché, mais c'est pas très important. Alors c'était une vulne de 2014 qui a beaucoup fait parler d'elle parce que elle affectait, voilà, ça disait 20% des serveurs dans le monde sont affectés parce que c'était dans toutes les versions d'OpenSSL qui utilisaient le Heartbeat. Et voilà, toutes vos données sont exposées à Internet. Bon, finalement, en pratique, c'était pas tout à fait ça, mais c'est vrai que c'était une manière de leaker des infos. Donc là, c'est pas vraiment cryptographique, mais ça reste quand même des bugs logiques qui sont hyper importants et qui sont du coup dans une implème d'un outil qui à la base sert à faire de la crypto. Alors le Heartbeat, on va voir ce que c'est et tout ça et comment l'attaque fonctionne. Le Heartbeat, donc ça c'est son fonctionnement normal. C'est pour vérifier que un interlocuteur est toujours présent. Donc en général, c'est un client et un serveur qui vont discuter. Et c'est pour vérifier que la connexion est toujours vivante entre les deux. Une des machines va faire une heartbeat request. Donc va renvoyer à l'autre, dire est-ce que tu es toujours vivant, est-ce qu'on est toujours connecté? Si oui, renvoie-moi voilà, cette chaîne random. Bon là j'ai mis peut-être 1, 2, 3. Voilà, c'était une chaîne full random. Et en face, le serveur, s'il est toujours vivant, répond potato 1, 2, 3. Ça c'est dans la RFC 6520, ça a été défini comme ça. Bon, on va du coup prendre un peu le code. Le code C qui correspond vraiment, qui était dans le code source de OpenSSL. Donc c'est une struct, c'est un objet en fait, hein, dans les langages modernes on appelle ça un objet, qui va contenir plusieurs choses. Donc en premier le type, ça va être soit une requête, soit une réponse. Donc c'est en gros un bit quoi, qui est 0 ou 1. Payload length, donc la longueur de la payload qu'on envoie. Ici, la payload, c'est potato 1, 2, 3, comme on disait juste avant. Est-ce que je peux activer le laser? Bon, c'est pas très grave. On va t'assurer, de toute façon. Ouais, mais bon, le laser il est plus gros. Donc la payload ensuite, qui est donc le message qu'il y avait juste avant, potato 1, 2, 3. On n'est pas obligé d'avoir d'avoir une payload qui est de longueur toujours 8 par exemple, ou 16 ou quoi. Même si souvent, je crois que c'était les mêmes valeurs qui étaient utilisées, peut-être 16 bytes. Et ensuite, on avait du padding. Alors ça, c'était une valeur aléatoire pour éviter les répétitions et tout ça. Bon, ça, c'était une autre valeur random.
qui était pas du tout utilisé ni renvoyé, c'était juste pour padder le message. Et donc tout ça, ça constitue un heartbeat message. Alors l'implémentation, là vraiment c'est dans le code. Alors je vous remets en bas à droite le struct pour voir un peu comment on le remplit, comment on crée cet objet-là. Il est créé champ par champ et ensuite il va être envoyé. Bon, alors, je vous montrerai pas le code de l'envoi et après je vous montrerai le code de quand on le reçoit, comment il est parsé et comment il est renvoyé. Pour vraiment voilà vous montrer ce que je vous montrais de manière très très schématique là avec le Potato 1, 2, 3, là l'avoir vraiment en code. Alors qu'est-ce qu'on fait déjà pour la query, le type on le skip directement. Ensuite ce qu'on fait N2S, il me semble que ça en gros ça copie une string dans une autre. Je sais plus exactement ce que ça fait mais en gros c'est ça. Alors il faut savoir que payload pour une raison que j'ignore complètement, payload c'est la longueur de la payload et PL c'est la payload. Bon, c'est bon. N'essayez pas de raisonner avec des gens qui font de la crypto. Hein. Voilà, donc on écrit la payload. Ensuite, le padding, bon, je crois qu'il est random, il est mis en random après. Donc ça, c'est comment le serveur va parser. Ah oui, c'est ça. Comment le serveur va parser l'objet heartbeat message qu'il reçoit. Donc il va effectivement copier la longueur de la payload. Puis ça, c'est le pointeur du coup, le pointeur qui pointe directement là-dessus, qui correspond à cette payload. Et pour la réponse, en fait, on va recopier ces champs-là dans un nouvel objet heartbeat message. Et on va les recopier une à une et comme ça, on va pouvoir le renvoyer tel quel en changeant juste le type et le padding. Alors pour ça, bon voilà, le padding, on l'ignore hein, complètement dans le parsing. C'est ce que je vous disais plus tôt. Pour la réponse, donc on est toujours côté serveur. On a donc nos variables qui sont initialisées. Alors, on crée BP. Donc BP, c'est notre heartbeat message qu'on vient d'initialiser. Là, on l'a malloqué. Donc 1 plus 2 plus payload plus padding. En gros, voilà, c'est un octet pour le type, 2 octets pour la payload length, payload, donc qui est la longueur de la payload, comme je vous le disais, pour la taille de la payload, et padding, qui est la taille du padding. Donc on fait ça. Donc BP, on copie le pointeur. Donc on initialise la valeur du type à response. Ensuite, on va copier la longueur de la payload dans BP également. Donc ça, en fait, oui, S2N, ça incrémente aussi le pointeur. C'est pour ça nous permet de ne pas avoir à faire des plus comme ici. Ensuite, on va faire un même copie. Alors, on va copier la mémoire, donc vers BP depuis PL sur la longueur payload. Même copie, c'est comme ça que ça marche, on sait. Donc, on va recopier le PL dans BP avec voilà la longueur qu'on veut, le nombre de bytes qui est déterminé ici. Et ensuite, le padding, on le randomise. Voilà, rand pseudo bytes, ça on s'en fout un petit peu. Hop, voilà. La payload length, ce que vous voyez, c'est que elle est fournie par le client. C'est le client qui nous l'avait envoyé, hein, on l'a parsé tel quel, et elle est jamais vérifiée. Et ça, c'est un sacré problème parce qu'en fait, si moi je suis un attaquant, je suis un client, j'envoie une query heartbeat qui dit la longueur de ma payload c'est ça, c'est 65 535, mais en fait, de manière effective, j'envoie un paquet qui a qu'une lettre dedans, ou même zéro, qui a qu'un caractère, et ben en fait, le souci il va se trouver là, le même copie. Même copie, il va dire ah bah vas-y, donc là le PL il est ici, mais on va copier 65 535 bytes de mémoire dans la réponse. Et donc ça va faire que, hop, on va pouvoir leaker des données qui sont dans la mémoire du serveur, qui sont pas du tout initialisées. Et donc là, bah, par exemple, on pourrait choper la donnée secrète d'un autre utilisateur. Et donc, en le répétant plein de fois, on peut leaker plein de morceaux de mémoire du serveur et potentiellement des clés et des choses comme ça. Voilà. Le patch, il était tout simple. Juste, on vérifie dans l'input si la longueur de notre paquet entrant et si la longueur de notre paquet entrant elle est plus grande que ça, on la discard et voilà. Donc si on se rend compte qu'il y a une discrépancie entre les deux, on va supprimer on va ignorer le paquet. Voilà. Donc ça c'était Heartbleed. L'attaque était vraiment toute simple hein, et pourtant elle a mis quand même pas mal de temps avant d'être trouvée parce que c'était la toute première implème euh, de Heartbeat, pardon. Ouais. Voilà. That's it.
Alors attendez, oh bah ça c'était j'ai mélangé mes slides, ça va pas. Euh, et la dernière dont on va parler, avant d'avoir une petite pause question et de passer au talk suivant, ça va être eFail. eFail, c'est une vulne qui est plus récente. Elle a pas mal fait parler d'elle. Elle a eu des variantes. Il y a eu une variante sur les PDF dont on parlera juste après. Ça, c'est une attaque qui permet de péter du chiffrement sur des emails qui était hyper importante à l'époque, qui a vraiment fait des gros dégâts parce que tout était vulnérable. C'était pas que le protocole était pété, mais c'était un petit peu que les implémentations étaient mal réfléchies et du coup qu'on pouvait s'en servir pour casser le chiffrement des emails. Et vous allez voir, la technique est vraiment très astucieuse. Donc c'était dans alors c'est caché mais c'est 3 vulnes dans des clients mail, SMIME et OpenPGP qui sont des manières en gros de sécuriser les échanges email. Et donc la plupart des clients étaient vulnérables. Je vous laisserai retrouver le papier si vous voulez, mais il y avait quasiment une des 3 vulnérabilités qui étaient présentes sur chacun des clients. Ça nous permet ça de déchiffrer n'importe quelle communication chiffrée en se servant de la clé de la victime. Donc là, c'est vraiment pas, on va pas réussir à casser la crypto ou à recréer la clé ou quoi que ce soit. C'est la victime, donc le destinataire, sa clé publique, dont on va se servir. Donc on va l'utiliser à son insu. Ça c'est pareil, c'est un autre bug de logique, on va dire, qui est très intéressant. La première attaque, on va dire, il y a 3 attaques de e-fail. Il y en a 2 qui sont assez compliquées. Et il y a donc la toute première, elle est facile à comprendre et c'est un peu la racine des 2 autres. Ça va utiliser les content type mixtes. C'est des content types qui contiennent des morceaux chiffrés, des morceaux pas chiffrés dans les emails. Ça peut servir à plein de choses. On va prendre un exemple ici, même si voilà, vous allez voir, c'est un exemple pas réaliste du tout, hein. Mais c'est pour se faire une idée. C'est très schématique, mais c'est comme ça vraiment qu'elle fonctionne en pratique. Alors, un email multipart mixte, ça prend cette forme. On va avoir donc les headers, donc qui sont voilà de qui ça vient, à qui ça va. Le content type, vous voyez ici multipart mixed. Le boundary aussi, donc c'est la limite entre deux contenus. Donc entre 2 contenus, il va toujours mettre tiret. Cette boundary, donc elle est arbitraire, on peut mettre ce qu'on veut là. Mais on a en gros ce truc-là qui va être présent à chaque fois. Et on va avoir un petit header en dessous de chaque boundary. Alors, le premier body, ça va être du plain text. Ici, on le voit, hein, c'est texte HTML, son content type. Dès qu'il y a un double retour à la ligne, ça veut dire on commence le contenu. Et ici, donc, voilà. Alice dit à Bob, salut Bob, on a mis à jour les codes d'accès pour le bureau. Le nouveau code, le nouveau digicode, c'est... Et donc là, ça c'est du plain text, donc on s'en fout que ce soit intercepté. Par contre, par exemple, Alice, ce qu'elle voudrait faire, ce serait chiffrer le nouveau code d'accès avec la clé publique de Bob. Comme ça, seulement Bob, quand il le reçoit, il peut le déchiffrer, ce truc-là, et le voit. Ça, c'est fait de manière complètement transparente par les clients email. Vous avez juste votre clé privée et ça va déchiffrer tout seul les trucs qui sont chiffrés avec votre clé. Et donc, le deuxième body, voilà, ici, il est en PKCS7, MIME, SMIME, type, machin, encodé en base 64 ici, et seulement, du coup, Bob peut déchiffrer cette partie-là. Et ensuite, le client email, il va prendre cette partie-là, donc la première partie qui était en plain text, il va l'afficher telle quelle. La deuxième partie qui était chiffrée, il va la déchiffrer sous le capot et l'afficher telle quelle. Bon, dans un vrai scénario, hein, bien sûr, Alice ne serait pas embêtée à faire une seule partie chiffrée, etc. Même, elle se serait même pas rendu compte que son mail partait chiffré. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Ça peut arriver dans certains cas, des pièces jointes, des choses comme ça, ou enfin, il y a énormément de cas de Ouais, 3-4 fois comme votre face un peu. Ouais, voilà, il y avait pas le bruit de forcer celui-là. Et voilà. Alors, comment ça marche, eFail? Alors, ça va être en 4 parties. La première, donc moi je suis un attaquant, j'intercepte l'email entre Alice et Bob, mais je veux savoir quel est le digicode, sans avoir à me pointer devant le bureau à essayer tous les codes de 4 chiffres. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, je vais intercepter l'email. Il y a toujours la donnée chiffrée que je ne peux pas décoder, et ça c'est vraiment une sécurité forte, hein.
Je peux absolument pas déchiffrer parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait on a complètement pété le protocole. Bon, finalement c'est un petit peu ce qui va se passer, mais vous allez voir c'est assez détourné. Ce qu'on va faire ensuite, c'est on va prendre juste la partie chiffrée qui nous intéresse, qu'on ne peut pas décoder, et ça on va l'inclure, on va la mettre en sandwich dans une payload que nous-mêmes on va fabriquer, et on va envoyer un mail à Bob qui va contenir cette partie-là. Bob, quand il va recevoir cet email, le déchiffrement automatique il va avoir lieu, comme je vous montrais juste avant, là où ça lui montrait le 1, 2, 3, 4 de manière complètement transparente, sans qu'il ait à aller déchiffrer tout ça. Donc l'ordi de la victime va déchiffrer cette partie-là, et la payload, de la manière dont elle va être forgée, va réussir à nous faire leaker le plaintext qui a été déchiffré sur l'ordi de Bob. Alors ça, voilà. Donc moi, je veux décrypter ça. J'ai pas la clé. Alors pour ça, on va attaquer Bob. Donc ce que je vais faire, alors voilà, moi je suis attaqueur@gmail.com, je vais envoyer un mail à Bob. On va avoir trois parties, trois payloads. La première partie de la payload, ça va être un tag image, source https attaqueur.com. Donc ça, on va dire que attaqueur.com, c'est un site que moi je possède. Slash. Ensuite, je ferme pas ma balise, je ferme rien du tout. Je vais copier-coller cette deuxième partie-là de mail chiffré, donc là qui contenait le 1, 2, 3, 4 chiffré avec la clé publique de Bob. Et ensuite, hop, je ferme mon tag HTML. Et donc ça, dans le client mail de Bob, ça va faire ça. Hop, il va y avoir un tag image qui va ressembler à ça. Et donc vous voyez, là on a mixé le plain text que j'ai envoyé avec la partie secrète qui a été déchiffrée par Bob. Et donc le tag, et donc là il est valide. Et pour peu qu'il ait le chargement automatique des images dans son client, bon, il y a plein d'autres manières de le leaker. Et ben là sur mon serveur attaqueur.com, je vais aller voir dans mes requêtes qui sont tombées, donc dans mon log Apache là, hop, j'ai un slash 1234, ça veut dire que le digicode c'était 1234. Donc là, c'est Bob qui a été gentil, il nous a déchiffré la partie secrète. Hop, ça l'a inclus automatiquement dans une balise. La balise, elle a leaké automatiquement le contenu de ce qui a été déchiffré. Et nous, on le récupère gentiment, on vient de cueillir. Donc vraiment, c'est Bob qui nous déchiffre. C'est du déchiffrement as a service gratuit comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le principe même de cette attaque-là, il fail. Les deux autres attaques, elles fonctionnent de manière très très similaire. C'est plus compliqué, il y a des gadgets CBC et CFB pour mettre la payload directement dans la partie chiffrée sans avoir à faire une espèce de sandwich. Là, on peut directement modifier le truc en faisant des swaps de bits. Enfin, c'est très intéressant, mais c'est plus compliqué. Et en 2019, il y a eu une attaque similaire sur les PDF chiffrés, qui d'ailleurs, je crois, a fait l'objet d'un challenge du FCSC de l'an dernier. Oui. En 2020. J'ai bien pété les dents dessus. Voilà. Donc c'était quasiment la même attaque, mais avec des PDF. Tu as réussi d'ailleurs? Non, je crois pas. Non, j'avais pas du tout le bon setup. Voilà. Et du Sympa, coup, Bob. voilà. Et du coup, la conclusion de tout ça, c'est que c'est que ça sert à rien de faire l'autruche derrière des jolis principes mathématiques et de dire c'est bon, je suis absolument certain que ma crypto elle marche. Si t'as un plème comme un singe, t'es mort quand même, et voilà. Et puis même en un plème, même en faisant des implèmes intelligents, la e-fail par exemple, c'est un bon exemple. Bah que en fait même si tu as un bon concept, même si tu suis bien la réglementation, bah voilà, il y a quand même des fois des trous dans la raquette qui sont un peu béants. Et voilà. Tout à fait. Bon, désolé Lucas, perpendiculaire c'est trop dur. T'inquiète, je le cale après. J'ai déjà ma phrase d'intro. Le talk suivant. Voilà, Lucas qui est dans le chat. Oh, je vois qu'on est à 100 viewers. Ouais. Salut tout le monde. Et bah écoutez, c'est l'heure des questions et après C'est l'heure des questions. vous avez le droit à une exclue mondiale. Et pendant que vous posez des questions, c'est le deuxième slot pub, voilà, donc c'est pour H25 la communauté qu'on a créée. Salut Poda. Et du coup voilà, on est sur Twitter, sur Discord, ou si vous voulez faire du CTF, on a aussi une team de CTF qui est ouverte à tous sous le joli nom de OnlyFlags, trouvé notamment par Sixo, j'ai vu tout à l'heure dans le chat. Et on est sur Twitch, on fait des streams réguliers, et notamment, enfin réguliers, bon, on fait des streams. Et le prochain d'ailleurs est mardi, où on va faire de l'algo pour vous préparer à la Battle Dev dont j'ai parlé tout à l'heure.
Alors, on nous dit, Morphée qui nous demande est-ce qu'on a une vulne d'implème sur BB84 ou pas encore? Alors, pour reprendre un petit peu BB84, c'est une méthode de transfert de clés qui se base sur la polarisation de la lumière. Et en gros, bon, on appelle ça de la quantum key distribution parce que ça se base sur des propriétés quantiques de la lumière. En gros, s'il y a un intercepteur, il va modifier l'information et on va pouvoir s'en rendre compte. BB84, du coup, c'est censé être théoriquement sécure et c'est magnifique hein, la manière dont ça fonctionne. C'est très très simple. On en a parlé d'ailleurs dans un autre talk La SIGSEG. à la SIGSEG V2 et on le refera peut-être un jour où ce sera enregistré où vous aurez le replay. Mais oui, moi j'avais vu il y a quelques années une vulne d'Implem sur ça justement où en gros on pouvait modifier. Enfin, c'était en attaquant le système directement qui fait l'envoi et le capteur. C'était à la nuit du hack. Un Il talk, y a ouais. 3 ans, genre. C'était une meuf qui faisait de la crypto, une italienne, je crois, qui présentait Hyper ce cool d'ailleurs. truc-là. ce Et, talk. et du coup, oui, BB84, il y a aussi, on va dire, des trucs pétés. Et c'est à peu près ce protocole-là d'ailleurs qui fout dans les satellites là en ce moment. Il y a pas mal d'initiatives là-dessus pour faire du transfert de clés quantiques justement. C'est les Chinois d'ailleurs. Ouais, je crois que c'est ça. C'est d'avoir fait en tout cas. Il y a un satellite, il y a un satellite chinois et je crois il y en a de plus en plus là qui commencent à le faire. Même des réseaux européens de fibres optiques quantiques. Alors, Voilà. t'as pas bien compris comment se prémunir de la vulne avec l'acide PT, donc la toute première. Là-dessus, il y avait deux choses. La première, c'est... Ouais, reviens dessus. T'avais deux choses. La première, c'est... Hop, hop. Oui, bon, voilà. La première, c'est d'éviter d'utiliser RAND, qui est une fonction de génération de nombres aléatoires, enfin d'aléatoires, qui est prévisible entre guillemets, enfin qui est pas suffisamment fort pour vraiment faire de la crypto, parce qu'on peut réussir à trouver des patterns ou des choses comme ça. Mais surtout, là, c'est utiliser une seed qui elle-même est aléatoire en fait, et qui est fortement, enfin, qui est fortement aléatoire, quoi. Donc, utilisez pas une seed qui est prévisible. Si ta seed est prévisible, ta génération est prévisible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Et si on n'en a pas d'autres, on peut se lancer sur le talk d'après. Enfin, on peut talk d'après.